Bienvenue sur l'épisode 46 de Plein Potentiel. L'invité de cette semaine est une thérapeute en réadaptation qui a subi deux chirurgies au ligament croisé antérieur il y a quelques années et qui s'est retrouvée avec des capacités un peu limitées en raison de ces chirurgies. Elle a ensuite fait un travail sédentaire pendant 7 ans. En 2019, une autre blessure se produit au niveau d'un genou et ça a été le début d'une remise en question pour elle et éventuellement d'une constatation que les limites, c'était elle qui se les était mises. Oui, évidemment, ces blessures, ces chirurgies s'entraînent certaines limitations, mais ce n'est pas une fatalité. Dans les derniers 18 mois environ, elle s'est reprise en main, elle a recommencé à bouger, elle a perdu beaucoup de poids et a recommencé à travailler en tant que thérapeute en réadaptation à temps plein. Donc, dans cet épisode, elle est venue discuter avec moi pour partager son parcours dans le but peut-être de rejoindre certaines personnes qui, comme elle, ont reçu peut-être un diagnostic autant psychologique que physique, ou qui ont certaines limitations. Et ce qu'elle veut partager, c'est que les limites qu'on se met, c'est souvent dans notre tête qu'elles prennent racine. Et je rajoute, c'est pas une fatalité. Donc, il y a tout le temps moyen de faire quelque chose, d'améliorer son sort. Peut-être pas tout le temps, mais généralement, il y a moyen d'améliorer sa condition. Avant de vous laisser avec l'épisode, je vous rappelle que je suis Francis Lapointe, coach en psychologie du sport et de la performance. Si vous souhaitez améliorer votre force mentale, avoir un meilleur contrôle sur vos pensées, vos émotions, vos attitudes, vos perceptions, ou simplement améliorer votre performance et atteindre vos objectifs, eh bien, je suis là pour vous. Simplement m'écrire au francislapointe.ca. Vous pouvez aussi me rejoindre en message privé sur Facebook ou Instagram. Alors, sans plus attendre, l'épisode 46 débute maintenant avec Stéphanie Tardy. Bonne écoute. Je savais pas trop comment débuter le podcast, l'entrevue, parce que en fait, je pense que je vais en parler dans l'intro. Fait que si vous savez pas trop de quoi on va parler, peut-être retourner à l'intro parce que là, on va commencer vraiment avec peut-être le début de tes limitations physiques, si on peut dire, 17-19 ans. Puis tout ça va nous entraîner peut-être au côté un peu où là, tu te prends en main, puis là, il y a du changement positif, puis là, tu recommences vraiment à bouger. Mais si vous voulez savoir un peu plus où je m'en vais avec ça, peut-être aller lire la description de l'épisode ou aller écouter l'intro. Parce que là, je vais commencer direct comme ça dans le vif du sujet. Peut-être juste te présenter de façon un peu courte. Tu es thérapeute en réadaptation, c'est ça? C'est comme ça qu'on l'appelle? Puis tu as aussi d'autres formations que tu me disais, c'est ça? Oui. Dans le fond, j'ai fait la formation de posturologie en Martinique dernièrement. Tu fais ça en ligne? Non, je suis allée en Martinique. Ah ouais? OK. Avant le COVID, j'imagine? Je suis revenue le 10 mars. OK. Avant le COVID, directement. OK. J'ai fait la formation de INP1, là, qui est au niveau du vestibulaire, puis tout ça pour un peu compléter ce que j'avais fait en Martinique, niveau posturologie. Ça, c'était après juste la après, Martinique. 14, 15, 16 mars. Juste avant le 17 mars, parce que tout a fermé. Là. Donc, moi, je suis revenue là-dedans. J'ai fait la formation en synergologie avec Manuel Constant que tu as reçu. Oui. j'ai fait aussi avec Psy Montréal l'entretien motivationnel 1 et 2. Donc, j'ai fait des formations en les obstacles biopsychosociaux à la réadaptation. Okay. Donc, je suis quand même assez outillée, question, capacité, puis ce qui pose des obstacles au retour. Tout ça vraiment dans l'optique de réadaptation avec ta clientèle. Puis tu travailles avec quelle clientèle en particulier? La clientèle est quand même assez variée. Là, c'est beaucoup musculo-squelettique. Okay. Et là, c'est sûr que je me spécialise un peu plus en postural, étant donné les dernières formations que j'ai faites. Donc, une approche plus fonctionnelle, posturale. OK. Tu travailles où? Je travaille dans une clinique à Laval qui est spécialisée en pilates.
Donc, c'est très postural. Je suis la directrice d'une clinique de physiothérapie universelle dans Terrebonne. Donc, c'est plus une clientèle de CSST, SAC, privé aussi. Et puis, à l'autre clinique de Pilates, c'est plus du privé puis de la SAC. OK. Fait que d'un côté, plus thérapeute à une des cliniques, puis l'autre, t'as plus le chapeau de directrice. Là. Ouais. Un est plus entraîneur, l'autre est plus directrice. Puis j'ai un local aussi là, que j'ai commencé à développer, mais le COVID est arrivé, puis c'est en développement pour tout ce qui est postural, justement, neuropostural, avec Anthony Borsellino, Cabalus, ça s'appelle, à Saint-Léonard, à Montréal. OK. Fait que là, avec de l'équipement vraiment plus spécifique pour la posturologie. Là. La posturologie, puis tout ce qui est entraînement qui peut... parce que la posturologie, c'est aussi au niveau, ça peut augmenter les performances, comme ça peut éviter beaucoup de blessures, là, si on adresse ça comme il faut. Ouais, OK. Commençons peut-être c'est ça, tu as eu des problèmes de genoux, ça a commencé vers 17-18 ans, puis encore à 19 ans. Puis tu me disais que tu étais beaucoup sportive là, à cette époque-là. Est-ce que ça venait du sport, ces problèmes-là? Tu faisais quel sport exactement? Je joue au basket. Donc, les 2 blessures sont venues pendant que je jouais au basket dans dans le fond, en changement de direction, en torsion. Donc, ça a brisé mes ligaments croisés antérieurs. Puis les 2 ont été reconstruits en synthétique par le même médecin. Alors, c'est une autre des choses que je fais aussi la fin de semaine. Je suis au post-opératoire. À l'hôpital de ce médecin-là pour tout ce qui est remplacement de genoux et hanches. OK. Tu travailles avec le médecin qui t'a remplacé tes 2 ligaments. Ah ouais. C'est drôle, ça. Fait que c'est ça. Tes premières chirurgies-là, qu'est-ce que ça t'a amené premièrement là, comme limitation là, après ça? Là? C'est sûr qu'étant jeune, puis comme j'étais quand même peut-être innocente ou pour moi, j'ai les chirurgies, je continue à jouer. Ça m'a ralenti beaucoup. J'étais quand même assez performante et je devais quand même gérer que j'ai eu des chirurgies puis que c'est resté toujours un peu faible, stable à ce moment-là. Donc, mais tu pratiquais encore ton sport? Oui. OK. Puis est-ce que tu avais eu des recommandations ou justement des choses que tu ne devais pas faire du médecin? Pas tant du tout. Dans le fond, il était reconstruit. J'ai fait la physio. Après ça, j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai continué à jouer. J'ai continué à jouer au tennis. J'ai vraiment fait beaucoup de sport. Beaucoup de sport pendant longtemps. OK. Fait qu'au début, ça t'a pas vraiment limité. Puis tu voulais pas non plus, toi, te limiter à cause de ça. Là. Non, c'est ça. Fait qu'est-ce qui a amené, parce que tu me disais en 2012, là, c'est vraiment là que tu as commencé plus à faire un travail sédentaire, parce que tes limitations, là, ils augmentaient. Qu'est-ce qui a amené ça, selon toi? Mais dans le fond, comme je disais, ça m'a pas limité, je continue à faire plein de trucs, mais je voyais une petite fragilité. Et puis, c'était progressif. C'était progressif, il y avait des douleurs ici et là, je consultais, des fois c'était un peu plus pire. Donc, les années faisaient que la douleur au genou, je sais pas à quel moment elle a commencé, mais les dernières 10 années, ça a juste été quand même assez chronique. C'était là. Je consultais des fois, j'avais des anti-inflammatoires que je prenais, puis comme je refusais que ça me limite, ben je me disais OK, ben je vais prendre les anti-inflammatoires, je vais le faire pareil. Puis je paierai, puis c'était comme un risque que je prenais consciemment, donc j'arrivais quand même à être active en connaissance de cause. Donc je sais l'implication que ça va avoir, je l'acceptais. Parce que tu travaillais déjà dans le domaine de la réadaptation aussi à ce moment-là. Là. Ouais. OK. Fait que t'es vraiment passé, on va y revenir tantôt, là, mais t'es vraiment passé de je veux pas me limiter ou je me limite pas en toute connaissance de cause à éventuellement, là, tu choisis de faire un travail sédentaire, puis un peu l'inverse, là, peut-être l'autre extrême, t'as plus arrêté là, vraiment Est-ce que tu as tout arrêté au niveau physique ou À un moment donné, oui, tu sais, est-ce que c'est j'ai quand même eu ma fille, donc tu sais, ça a fait que j'étais plus sédentaire aussi à cause de ça, donc il y a plusieurs facteurs qui a fait que je me suis mis à être plus sédentaire, puis veux pas, ça a dû accélérer aussi ma perte de capacité en étant sédentaire, mais pas de façon volontaire, donc j'ai vu mes capacités diminuer parce que j'étais moins active, parce que je bougeais moins. OK. Fait qu'il y a un peu un effet d'entraînement là, de plus en plus
de moins en moins tu bougeais, puis là, de plus en plus, des petites douleurs qui apparaissent. Ouais. Puis là, de moins en moins tu bouges. Ouais. Puis là, ça entraîne un peu ça. Puis au niveau mental, au niveau dans ta tête, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce que tu te rendais compte que tu te limitais, en fait, mentalement, ou tu t'en es rendu compte plus tard? Je m'en suis pas du tout rendu compte, en fait. Il y a peut-être une dizaine d'années, effectivement, je travaillais dans une clinique, mon genou s'est mis à faire mal, j'avais vu le chirurgien, on avait regardé ça ensemble, c'était pas super beau, là, je demandais, je peux-tu continuer à faire du sport? Il m'avait dit, je peux pas te dire d'arrêter, je peux pas te dire de pas le faire, mais je te dirais de choisir tes activités. Parce que moi, mes activités, c'était le basket puis le tennis. Donc, tout ce qui est changement de direction, tout ce qui est pire pour les genoux. Ça te mettait à risque, là. Ouais, fait qu'il dit, je peux pas te dire de pas le faire, mais je te dirais ça. Ça, il y a une dizaine d'années de ça. La première fois que j'ai comme revu une IRM ou des rayons X là, de l'état de mes genoux. OK. Puis là, en 2019, là, il y a un gros 7 ans qui s'est passé, mais une autre blessure, c'est ça, 2019? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là, avec cette blessure-là? Ça venait d'où, ça? En plus, c'était hyper bête. J'étais en train de travailler à la clinique parce que je travaillais juste à temps partiel. J'aime ça, travailler dans les cliniques. Donc, je le faisais quand même à temps partiel. Okay. En ayant des limitations pour pouvoir continuer à pratiquer. Et je m'en vais à un lavabo, je me retourne, puis poup, il y a un bout du ménisque qui s'en va. Il n'y avait pas eu d'axe. Ça s'était fait vraiment de façon bête comme ça, imagine. Donc, qui s'en va, qu'est-ce que tu veux dire? Qui s'en va, t'as vraiment... Ce qui arrive, c'est qu'il décolle, puis il s'en va quelque part. Puis là, c'est arrivé qu'il s'est mis au milieu de l'articulation. Donc, là, j'ai dû marcher avec une canne parce que je marchais, puis il bloquait. Ça c'était vraiment... OK, tu le sentais, là? Oui, comme je connaissais un peu, je savais, il était où, qu'est-ce qui se passait. Donc là, tout de suite, j'ai contacté le chirurgien que j'avais vu, comme il me connaît. J'ai eu un rendez-vous quand même assez rapidement. Vu que j'étais au travail, donc j'ai eu quand même accès à un IRM rapidement aussi pour qu'on puisse constater qu'effectivement, il y avait un bout qui est parti. C'est pour ça que je le savais, mais je l'ai eu en confirmation d'IRM qu'il y avait un bout du ménisque qui était allé se loger dans de l'articulation, puis c'est là que j'ai vu l'état. Ouais, puis ça, ils font quoi avec ça? Est-ce qu'ils l'enlèvent carrément ou ils la replacent? J'ai été chanceuse. Ça aurait pu être une chirurgie qui aurait été rouverte, été le chercher parce qu'elle les dérangeait, puis tout ce que ça pouvait engendrer comme c'était invasif. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que à partir de ce moment-là, c'est là que ça a un peu déclenché tout ce qui s'en vient, mais je me suis mis à faire du vélo, puis faire du vélo, puis faire du vélo, puis en bougeant, il a bougé le bout, puis il est allé se loger probablement dans un tissu musculaire, puis le chirurgien a dit, j'ai revu après, et il a dit, on va se revoir, mais ce qui arrive, c'est quand le bout, vu que c'est un bout de ménisque qui s'en va se loger dans la masse musculaire ou ailleurs, il risque de se coller là puis rester là. Fait qu'on devrait pas en entendre parler. Puis ça fait 1 an, puis j'en ai pas réentendu parler. OK, puis ça, que ce soit ailleurs, ça n'a pas nécessairement un impact, ça, c'est un cartilage, donc c'est pas... c'est pas de quoi de... C'est pas un bout d'os, là, c'est vraiment très un cartilage, non. OK. Puis là, évidemment, dans toute cette histoire-là, il y a le fait que tu avais des connaissances beaucoup sur tout ce qui est réadaptation, tout ce qui est physique. Mais ce que tu me dis, c'est qu'en 2019, là, ça a comme été une claque d'en face, là, parce que tu me dis qu'il y a eu un diagnostic. Ça, c'est en lien avec le ménisque, c'est bien ça? Fait que... Comment tu as réagi là, quand tu as vu l'état de ta jambe ou quand tu as eu ce diagnostic-là? Là? Ouais. Ça a été un peu, comme je disais tout à l'heure, le fait que ça m'a limité beaucoup. J'avais des limitations que j'acceptais, puis là, avoir le genou qui bloque, là, je me voyais bien des limitations, puis bien rapidement, donc on dirait que ça m'a vraiment choquée. Après ça, j'ai eu le IRM, et quand j'ai vu l'état du IRM, j'ai pleuré. Donc, ça a vraiment eu un effet dans ma tête je pouvais pas croire que l'état de mes genoux, malgré que j'avais des limitations, était si pire que ça quand je lis l'IRM. C'est vraiment, je m'imagine quelqu'un qui marche même pas à la limite quand je vois le diagnostic. Okay. Donc, ça m'a fait vraiment un choc. Puis... C'était pas juste ton ménisque, là. C'était vraiment, toi, tu voyais tout le genou, là. Tout le genou, puis le diagnostic. Qu'est-ce que tu voyais en regardant ça? Tu voyais qu'il était faible ou... J'ai plus de ménisque à l'intérieur du genou.
J'ai de l'arthrose sévère à modérée dans le genou. Il y avait de la synovite. Il y avait vraiment plein d'affaires que je connais parce que je le connais. Je connais, c'est des affaires que je vois sur tout le monde. C'est dans mes connaissances. Donc, non seulement je voyais ça dans ce genou-là, puis comme je dis, il y a 10 ans, je n'avais fait des IRM. Donc, je m'y référais aussi qu'il y a 10 ans. J'avais aussi de l'arthrose modérée à sévère, donc. Puis j'ai ça dans les deux genoux. Là, j'avais juste un IRM d'un genou. Je me disais, j'ai ça dans celui-là, j'ai ça dans l'autre genou. Ça n'a pas de bon sens. Puis on dirait que ça m'a frappé de voir ça, trouver ça tellement comme, my God, c'est vraiment magané. Mais j'ai des limitations. Mais quand je regarde ça, c'est pas si pire. Même les limitations que j'avais il y a 1 an versus maintenant ne sont pas si pires versus qu'est-ce que je vois dans le genou puis comment je l'interprète, moi. C'est intéressant, ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment... C'est ça, c'était vraiment pas si pire. Tu l'as plus vu peut-être d'un point de vue de la thérapeute, justement. Tu sais, tu vois ça sur un patient, tu te dis, c'est pas si pire, il y a quelque chose à faire avec ça, là, dans le fond, là. Possiblement, ouais, ça fait du sens. Je me suis comme mis ailleurs parce qu'en regardant ça, je l'ai vu comme étant analysant un IRM puis voir l'aspect mécanique et tout ça de l'histoire, mais après ça, me mettre dans que c'est moi le patient puis que côté symptômes, côté comment je me sens malgré que j'ai de la douleur des fois, c'est même pas représentatif de l'état majeur de ce que je vois. Puis... C'était plus, c'est ça, c'était plus comment tu le voyais que c'était vraiment, dans le fond. Ouais. Tu le voyais pire que c'était pendant toutes ces années-là, peut-être aussi, là? Le contraire. C'est pire que qu'est-ce que je pensais, puis je pensais déjà que c'était pire. OK. Donc là, le gap était là, puis sachant que ça veut rien dire nécessairement que comme un diagnostic n'est pas un symptôme, donc on dirait que dans ma tête, ça a spiné à ce moment-là, puis j'ai comme des cloches se sont allumées, puis je me suis dit, c'est pas vrai que le diagnostic ou ce que je vois est représentatif de ce que je posais être en train de vivre, puis c'est pas irréversible. Ouais. Je sais pas, il y a eu des cloches, là, il y a eu de quoi qui s'est passé quand j'ai vu l'état de mes genoux, puis que j'ai pleuré, là, on dirait que ça a ressorti de quoi, là. Ouais, OK. Puis, ça aurait été quoi les connaissances, parce que tu avais des connaissances, comme tu le dis, qui auraient pu t'aider plus tôt dans le processus? À partir de là, c'est quoi les connaissances que tu as utilisées? Ben, tout ce qui était le poids, à ce moment-là, je pesais 230, donc c'était du poids sur les genoux. Puis je le sais que c'est 4 livres sur... C'est quadruplé le poids que tu as sur un genou de ton poids. Donc, 1 livre, c'est beaucoup plus important. La stabilité, on a juste à le travailler. Plus c'est stable, moins il y a de jeu, moins ça vient créer de l'usure, moins ça crée de l'inflammation. L'alimentation... Il y a beaucoup d'alimentation, des produits qui sont inflammatoires, qui jouent là-dedans au niveau de la biochimie. Donc, je le savais. Il n'y avait rien qui était fait là-dessus. J'ai mangé n'importe quoi, je bougeais pas. Tu sais, juste de bouger, créer quelque chose. Donc, je savais, mais je le faisais juste pas. Ouais, fait qu'à partir de là, tu as comme établi peut-être des priorités. Comment que tu as fonctionné vraiment? Ben déjà, comme vu que j'étais sédentaire, comment que j'ai fonctionné, c'est comme je disais par rapport au fait que la souris est partie, c'est parce que je me suis mis à aller faire du vélo. Donc, tu sais, c'est de créer l'habitude parce que là, j'avais absolument aucune habitude de faire du sport. Tout était vraiment sédentaire. Fait que là, dans un premier temps, j'ai commencé par juste me rendre, aller faire du vélo, que le vélo, je savais qu'il aidait. Je le dis à tout le monde constamment. Pour un genou, le vélo, pas d'impact. Puis, j'en faisais pas, puis j'aime ça. Donc, j'ai recréé l'impact à me présenter au gym pour juste faire du vélo, pour juste créer l'habitude. Puis c'était combien de temps au début? Ça devait pas être longtemps. 20 minutes. Ouais, OK. Après ça là, les derniers temps, c'est des 1 heure, c'est pas assez. Là, j'en fais. Mais au début, c'était un 20 minutes que j'allais faire, puis je me présente au gym. Fait que c'était vraiment je suis partie du début. Puis, tu as parlé un peu d'alimentation, ça m'intéresse. Moi, c'est quoi les aliments vraiment anti-inflammatoires que là, tu as commencé à peut-être plus prendre? Là? Ben, j'ai arrêté de prendre tout ce qui était produits laitiers. Puis, on a arrêté le gluten puis le blé. OK. Puis, en même pas, je dirais que les résultats ont eu lieu, je dirais 3 mois pour être safe, là. Où est-ce que j'avais plus des douleurs que j'ai eues pendant 10 ans de temps. Ah ouais. Ils ont arrêté dans le 3 mois que j'ai commencé tout ça. OK. Ça, c'est des aliments qui sont plus inflammatoires, ça. OK. Ah ouais.
c'est des trucs que les gens prennent. Grossièrement, parce que c'est pas mon domaine, l'alimentation du tout. Je rapporte juste comme je suis allée consulter les gens qui étaient plus mieux puis qui m'ont conseillé dans ce point de vue-là. Ouais. Puis c'est là-dedans qu'on est allé. Et puis rapidement, j'ai vu des résultats. Tu es un nutritionniste ou? En nutritionniste, il y a les personnes qui s'occupent de mon plan alimentaire, comme un peu du gym, qui ont des connaissances nutritionnelles, mais aussi au niveau de ce qui est biochimie, plus au niveau de la kinésiologie appliquée, intégrée, ce genre d'intervention-là. OK. Puis tu en as vu plusieurs qui t'ont conseillé. Un ou deux, ouais. OK. Fait que là, c'est ça, tu reprends ta vie en main peut-être en 2019. Là, tu as commencé avec le vélo. Ensuite, tu sais, y a-tu eu un déclic justement de voir que je peux faire du vélo puis de peut-être recommencer à bouger? Là, y a-tu un deuxième déclic, si on peut dire? Bien, ça s'est vraiment fait graduellement parce qu'à partir du moment où est-ce que je me suis mis à faire le vélo, là, OK, le vélo, c'est beau, mais je veux quelqu'un qui est capable de venir m'emmener à un niveau plus élevé côté fonctionnel, qui est capable, parce que, tu sais, ayant été entraîneur, étant dans le domaine, je sais ce que j'ai à faire, mais je le fais pas. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui me donne qu'est-ce que j'ai à faire, point. Donc, je suis allée... Là, je demandais aux gens autour de moi qui, et puis là, j'ai tombé sur Tom Bédard, qui est qui a fait une job de fou. Et puis, c'est pour ça que rapidement, 1 mois, 2 mois, la stabilité, j'ai perdu 40 livres en 4 mois là, en activant tous ces professionnels-là autour de moi. Qu'est-ce qui t'a fait faire, lui? Lui, c'est un kin, ça? Oui, lui, c'est un kin. Donc, il m'a donné des exercices qui étaient plus réadaptation fonctionnelle. Donc, on a vraiment travaillé la stabilité du genou, aller chercher un peu l'aspect neuro pour que ça vienne stimuler plus au niveau de mon cerveau, qu'on ait déconnecté certaines patterns, on a retravaillé les patrons moteurs, puis un paquet de choses, justement. Comment tu peux travailler ça? L'aspect neuro, en travaillant le mouvement aussi? En travaillant le mouvement, en travaillant certaines zones, parce que tu as certaines parties de ton corps qui sont associées à certaines zones de ton cerveau, donc il y a une façon de les travailler. On l'avait commencé un petit peu, mais là, là-dessus, c'était au début. Depuis le mois passé, je suis allée chercher Étienne Asselin qui est à Ottawa, où est-ce que lui est vraiment, vraiment plus outillé ou expert dans ce domaine-là. Okay. Donc là, lui, je suis allée le chercher pour dire, regarde, là, j'ai avancé beaucoup au niveau biomécanique, mais je veux vraiment qu'on aille pousser la que si j'ai des limitations, là, qu'elles soient purement biomécaniques. Là. J'utilise tout le temps, je dis, à un moment donné, le rond rentre plus dans le carré. Là, je veux dire, mais tous les patrons qui se sont créés, les peurs, tout ce qui se fait pas parce que mon cerveau interprète ça comme dangereux, là, on va l'enlever de l'équation. Tu sais. Oui, parce que des fois, une douleur ou de la fatigue peut être normale, ça va pas nécessairement être dangereux, mais toi, peut-être, t'interprétais ça facilement comme une peur de te blesser. Là, tu le voyais comme s'en venir, « Oh, je vais me blesser » ou des trucs de même. Puis ça, ben, ça a un effet un peu une loupe parce que quand je pense comme ça, mon cerveau crée plus de douleur pour m'empêcher de faire quelque chose qui interprète comme ça. Puis peut-être aussi que tu vas changer un peu comment tu vas faire le mouvement, ce qui va te mettre encore plus à risque. Des compensations. Donc, c'est pour ça que j'ai mon posturologue qui est Mike Lapointe, qui s'occupe de moi. Okay. Pour ça. Puis là, celui que tu as mentionné à Ottawa, lui, c'était vraiment... c'est quoi sa spécialité? Ben lui, c'est un entraîneur, mais il y a une spécialité qui est plus au niveau neuro, là. C'est pour ça que je suis allée le chercher, lui, pour ça. Puis as-tu des exemples de ce qu'il te propose comme exercice à faire pour changer ça, changer un peu la mentalité de... C'est un peu au niveau aussi ce que Mike me fait en posturo. C'est au niveau sensorimoteur un petit peu, d'aller activer certaines parties de ton cerveau, comme je vais faire des mouvements avec ma main, parce que là, on est allé vérifier comment fonctionnait mon cerveau. Là, on rentre dans une grosse affaire. De voir si j'ai le côté qui fonctionne moins bien. Donc, c'est des mouvements complexes avec ma main gauche pour pouvoir justement aller activer ce qui a l'air de moins bien s'activer, qui crée ça là, après l'évaluation. OK. Donc, fait que ça, tu peux faire ça avant de faire un exercice ou bien ça se fait... Ben, je le fais comme tous les jours parce que, étant donné que tu veux créer un nouveau pattern puis reconnecter certaines choses, c'est important d'être fait tous les jours pour pouvoir vraiment
Fait que ça, juste un mouvement de la main gauche peut activer une section du cerveau qui, elle, est utile justement pour que tu fasses bien un mouvement. Si on peut simplifier ça, là, peut-être. Là. C'est très simplifié. Là. C'est bien résumé, pareil. OK. Puis comment ça s'est passé les premières semaines là, que tu recommences là, à t'entraîner puis à bouger? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu avais le goût d'abandonner? Non, jamais. Non. Puis c'est ce que moi je le remercie. Puis à chaque fois, je suis complètement là. Ah, Tom, t'as changé ma vie, tout ça. Puis il dit, mais c'est toi aussi. J'ai embarqué dans le processus aussi. Et puis en mettant tout le monde ensemble, ben même lui, ça l'a un peu pas déstabilisé, mais la progression l'a surpris autant. De ces années d'expérience, la progression a vraiment... Ben c'est ça, puis non seulement progression au niveau fonctionnel peut-être, là, mais tu as perdu du poids en plus, en faisant beaucoup d'exercices, si on peut dire, c'était pas des supersets puis des affaires de fou, là. Pas du tout, c'était des exercices de base, plus de réadaptation, mais en me mettant à bouger plus, puis en coupant, c'est ça. C'est un tout aussi là, avec l'alimentation. Mais c'est ça que j'ai trouvé drôle, c'est qu'on dit beaucoup ça, puis ça a été pas du tout ça. Peut-être indirectement, je me suis mis à mieux manger, mais le plan alimentaire, il s'est ajouté au mois de février. Sinon, j'ai commencé ça au mois de juillet l'année passée. Fait que c'était pas du tout dans l'alimentation. Le seul changement alimentaire était au niveau biochimique. Puis à un moment donné, ça l'avait arrêté un petit peu je perdais moins, puis en allant voir... C'est Joey qui fait ma kinésiologie appliquée, qui est allé regarder. Bien là, il m'a donné un autre supplément, on a joué avec la biochimie, puis après ça, la semaine d'après, un 5 livres est parti. Donc, il y a beaucoup manger, pas manger, mais si ton système l'assimile pas ou il y a de quoi qui est pas bien balancé, l'alimentation, elle n'a pas l'effet qu'on veut nécessairement avoir. Il faut assez manger aussi. C'est pas tant en coupant, parce que des fois, tu en as besoin. Si tu l'enlèves et tu en as besoin, ton système va retenir des... T'as-tu des exemples comme des choses qu'on a parfois besoin puis qu'on... Mais déjà dans certaines vitamines, mais la B12, par exemple, qui est souvent pas adressée puis que ça peut vraiment venir jouer sur le système. Quel autre exemple? Ça, il y en a dans quoi, ça, de la B12? C'est pour ça, mon alimentation, là. C'est le bon de l'affaire. Puis comme j'ai fait confiance, ça a fonctionné. Je change pas la recette qui a fonctionné, mais j'ai fait confiance. Mais c'est ça, encore là, c'était un peu l'effet d'y croire, là. Il y a aussi ça, là, derrière tout ça, là. Oui, il y a toujours ça. Ouais, fait que, non, c'est ça, le mental a joué quand même vraiment un rôle important. Puis selon toi, c'est-tu ça qui a joué le plus grand rôle dans tout ça? Moi, je pense que oui. Ben, oui, dans le sens que, comme je te dis, pour l'effet placebo de toute intervention, je le considère même quand je travaille, il est 80%. Donc, si la personne embarque, si la personne croit à ce qui se passe, j'ai gagné pratiquement tout. Le reste, c'est du peaufinement. Dans mon cas, je dirais oui aussi. Parce que si ça n'avait pas été là, le reste aurait probablement pas embarqué. Puis toutes les actions, quand je rajoutais quelqu'un ou quand je coordonnais tout ça, ben il fallait que je sois impliquée, il fallait que j'y croie, il fallait que je sois dans ce mindset-là. Sinon, j'aurais peut-être pas vu les opportunités, j'aurais peut-être pas vu plus loin que la boîte si j'avais pas été dans un mindset qui était comme OK. Ouais, c'est ça sert à rien si là tu ajoutes plein de professionnels. Puis que tu continues dans ta tête à te dire ça va rien donner, je vais me blesser, ça va juste empirer, pourquoi je fais ça, tu sais. Ouais. Puis j'avais une question là, que j'ai comme perdue en cours de route, là, mais on y reviendra peut-être. Là. Mais sinon, tu m'as aussi dit que ton mental, autant il t'a fait progresser que des fois, ça peut être ton ennemi dans le sens que tu vas parfois t'en demander trop maintenant. Tu es comme dans l'autre extrême. Puis, parce qu'il faut aussi que tu considères que tu as quand même certaines limitations, puis ça, c'est quand même important à prendre en considération. Fait que, comment tu fais pour gager là, tout ça? Ah, là, Étienne est excellent, parce qu'Étienne a bien vu ça chez moi. Parce que ce qu'on en avait discuté, puis qu'est-ce qu'il a dit, c'est que probablement, quand on parlait du mindset, peut-être c'est là que ça se joue, parce qu'il dit, chez la personne... Je vais utiliser le mot normal, là, pour pas dire que c'est normal, mais chez le commun des mortels,
le gain qu'il a eu, il serait content avec. Le gain que j'ai eu à 1 an, là, les gens me disent, mais regarde où t'es arrivé. Puis moi, je suis pas contente de ce que j'ai parce que je le sais que je suis pas au bout de l'histoire. Donc, ça m'amène à être comme en vouloir plus. Puis sauf que ce qui est bon, ça fait progresser, super, mais ça m'amène dans une insatisfaction constante qui est un danger de tomber dans le découragement, tu sais, dans l'autre côté, là. Fait que c'est là qu'il peut être vraiment traître, là, mais c'est ça qui arrive, là. C'est que oui, j'ai progressé parce que j'ai mis ma tête dedans puis que j'ai une tête de cochon puis que je veux aller au bout de l'histoire, là. Fait que lui, Étienne, il dit que tu pourrais très bien juste maintenir sans nécessairement chercher à aller chercher plus d'acquis. Puis, non, parce que j'ai quand même de très bonnes capacités. Maintenant, je monte des escaliers. J'ai participé au RX1, mais encore là, dans les RX1, j'étais fâchée parce que je regarde les gens qui sont en train de faire des choses que ça fait des années qu'ils font. L'année passée, je marchais pas 10 minutes. Donc, je réussis à faire des affaires, mais avec tout le temps une frustration. Frustration. Donc, elle est bonne, la frustration, mais en même temps, elle peut facilement me faire basculer de l'autre côté, puis le découragement, puis tu sais, si je regarde mes limitations, mon cerveau, tu sais, ça a un impact, là, je vois la limitation. Donc, c'est dangereux, là. Fait qu'il faut que je regarde les gains, puis que je veux plus de gains, mais il faut que j'arrête de me comparer à... Faut que tu te compares à toi par rapport à ce où t'étais là une couple de mois, plutôt que regarder l'autre personne qu'elle a probablement pas de problème de genoux, puis c'est ça. Mais ça, c'est vraiment difficile, puis c'est difficile dans beaucoup de sports, même athlètes peut-être du dimanche aussi qui ont tendance même à se comparer avec des fois des athlètes d'élite. On se compare constamment, mais ça, c'est tellement... c'est un danger. En tout cas, des fois, ça l'aide. Des fois, c'est une source de motivation dans le sens que je vais essayer d'être aussi bon que cette personne-là, mais... il y a d'autres fois que, justement, si tu as des limitations, tu peux pas te comparer avec quelqu'un qui a pas qui les a pas, ces limitations-là. Ouais. Puis, la question m'est revenue, là, tantôt, là, toi, avec tes athlètes, pas avec tes athlètes, avec tes patients, comment tu réussis à faire adhérer, justement, là, à ce, tu dis, le 80%, c'est la croyance que ça va marcher. Fait que, as-tu développé des trucs, justement, pour... que les personnes y croient puis qu'ils deviennent plus positifs par rapport à ton plan de réadapt? Déjà, moi, le fait que j'y crois, ben mon intention envers eux a déjà un impact. Maintenant, comme j'ai eu les cours d'entretien motivationnel, ben je l'utilise beaucoup pour pouvoir justement lui donner ce pouvoir-là quand il y a cette impression-là qu'il va pouvoir changer, ben tout se joue. Puis c'est pour ça que j'ai fait Synergo avec Manuel, parce que des fois, la personne... L'idée avec l'entretien motivationnel, c'est y faire dire les choses pour que, justement, le processus part. Des fois, le non-verbal, tu l'as lu, fait que d'être capable de dire quelque chose qu'il n'a pas dit, ça donne une puissance encore plus importante parce qu'il va... Le lien thérapeutique se crée. Elle a compris qu'est-ce que je voulais dire, je l'ai même pas dit. Fait que ça a vraiment... pour moi, un effet de puissance. Et puis, vraiment, mon intervention principale, elle est là-dedans parce que ce que je crois le plus, c'est ça. S'il me croit pas, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour moi. Donc, c'est... T'as-tu des exemples au niveau langage non-verbal de choses que tu peux voir, mettons, chez un patient? Rapidement, comme ça. Ben, tu sais, ce qui est très facile, c'est quand tu lui parles... les inclinaisons de tête, d'un côté, ben tu vois qu'il est réticent, de l'autre côté, qu'il t'écoute, qu'il est vraiment dedans. Sinon, comme rapidement, qu'est-ce que je pourrais dire? Le Manuel, ici, en côté, il va dire... Ben, c'est pas grave. C'est déjà un exemple en soi. Mais tu sais, c'est vraiment au niveau de la tête, quand les positions de chaise. Quand il est assis d'une certaine façon, il est intéressé. Quand il va être assis d'une autre façon, il ne sera pas intéressé ou il va vouloir partir. Donc, quand il est en mode fuite, c'est moi de voir, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que s'il est en mode fuite, il faut que je reconnaisse quel genre de personne que j'ai devant moi aussi. Ça, c'est une autre affaire que quel genre de communication puis dans quel état d'esprit il est, là, pour... Puis sinon, y a-tu des choses comme, je sais pas, peut-être qu'il est en train de faire un mouvement, puis tu te rends compte que
qui met pas assez de poids sur sa jambe et qu'il devrait, tu sais, y a-tu des subtilités comme ça? C'est peut-être moins de la synergo, là? C'est peut-être plus dans le... Ça, c'est plus au niveau biomécanique. Biomécanique, ouais, OK. Pas tant, parce que, tu sais, c'est sûr que si on le met dans ce sens-là, mais c'est plus ces observations physiques, parce que des fois, ils vont dire, non, j'ai la même mise en charge, puis tu le vois que c'est non, tu sais. Mais là, ce qui serait de faire, c'est... tu vas pas le confronter là-dessus, tu trouves d'autres façons, fait que c'est tout dans le... T'essaies de comprendre pourquoi il fait ça, justement, pourquoi il essaie d'éviter de mettre puis de me le dire qu'il le fait alors qu'il le fait pas, tu sais, il y a comme tout cet enjeu-là. Puis comment les entretien motivationnel, tu sais, je connais pas beaucoup ça, là, comment ça t'aide, ça, qu'est-ce que tu fais exactement là, quand tu es en relation, quand tu es en discussion là, avec un patient? Tu fais, dans le fond, déjà, des trucs de base, là, juste de l'écouter, d'être en écoute active, pas attendre, d'être vraiment là, dans le moment présent, l'écouter, et puis de lui faire dire, c'est lui qui le dit, fait que c'est le discours du changement, c'est de l'emmener dans un discours de changement. Pas insister comme en disant toi-même. Non. Est-ce que tu penses que ça, c'est ça? Puis en donnant pas de conseils, c'est ça qui est le pire. C'est pour ça que je dis que tu lui dis pas. Si tu donnes, comme en tant que thérapeute, on a l'habitude de vouloir donner un conseil. Ah, je donne un conseil. Mais un conseil non sollicité emmène chez l'être humain un retrait automatiquement, il se met en mode défensif, puis t'as passé à côté. Fait que toujours demander, est-ce que je peux te donner un conseil? Déjà, juste ça, ouais. Il va t'avoir dit oui. Tu vas pouvoir lui donner, mais des conseils non sollicités, ce qu'on a toute tendance à faire est vraiment, vraiment... Mais puis ça, je pense que c'est bon aussi pour des coachs. Là. Je sais pas s'il y a des coachs qui vont écouter le podcast, mais avec des athlètes qui n'ont pas le goût nécessairement d'être... qui n'ont pas le goût de l'avoir, le conseil. Là. Moi, je pense en fait à moi, des fois, quand je fais de l'escalade, puis je donne des conseils à des amis ou à ma blonde, c'est pas le même effet quand ils l'ont pas demandé que quand... Peux-tu m'aider avec telle voix, avec tel problème? Ouais, juste ça doit avoir quand même un bon effet. Sinon, il y a-tu c'est dans l'ambivalence, parce que des fois, il y a des gens, tu sais, comme là, c'est passé beaucoup dans l'entretien motivationnel, beaucoup rapport aussi avec le changement, discours de changement. Donc, tu sais, souvent, s'il y a des entraîneurs, tout ça, les personnes viennent te consulter, mais ils sont peut-être pas prêts à changer. Puis c'est là que, tu sais, si on veut en donner plus, où est-ce qu'il est prêt? Fait que c'est d'être capable de voir où est-ce qu'il se situe. Est-ce qu'il est dans la... Tu sais, un peu au début, il pense. Est-ce qu'il est prêt à s'engager dans le changement? Il est où dans le changement? Fait que ça aide à identifier il est où pour là s'ajuster, parce que des fois, ça va juste de donner des petits... Pas des... tu lui donnes des petits cues comme ça, il part avec, ça va jouer, puis il revient, puis quand il est prêt, on peut y aller, parce que ça sert à rien de forcer un patient ou peu importe qui n'est pas prêt à changer. Et ça se passera pas, là. Fait qu'il faut vraiment que... des fois, il y a du travail à faire avant. Avant de commencer le vrai travail. Oui, mais qui ait trouvé le pourquoi il devrait... Tu sais, je veux faire un changement, c'est quoi ton objectif? OK, je veux... OK, mais pourquoi? Tu sais, c'est... Mais il faut pas demander pourquoi. C'est comme un... Là, tu le mets dans la confrontation. Fait que là, il faut qu'il trouve un pourquoi au travers quelque chose de moins direct, là. Mais quand il a trouvé pourquoi il devrait effectuer ce changement-là, puis c'était pourquoi-là une signification pour lui, c'est là que c'est un moteur. Là. C'est quoi un pourquoi qu'il y a une signification? Des exemples, peut-être? Des exemples faciles, c'est beaucoup utiliser l'entretien motivationnel pour les gens qui veulent arrêter de fumer, parce que veulent arrêter de fumer, OK, là, parce que même, regarde, on peut rester en perte de poids. Là. Je veux perdre du poids, mais moi, je sens pas le besoin là, mais mon chum trouve que je suis trop grosse. C'est pas un pourquoi qui est assez puissant, là, c'est là que ça va se perdre, mais je veux perdre du poids parce que, je le sais pas, ma mère est décédée d'un arrêt cardiaque parce qu'elle avait un poids plus grand, donc au niveau santé, je veux vieillir pour pouvoir profiter du temps avec mes enfants et être capable de courir avec eux. C'est là qu'il faut qu'il trouve pourquoi il devrait faire ce changement-là, puis qu'il va vraiment être... L'émotion qui vient avec va les porter à vraiment adhérer puis être maintenus. On rentre vraiment comme dans des valeurs plus profondes, là, dans le fond. Passer du temps avec mes enfants, vivre plus longtemps. C'est pas mal plus profond que je le fais pour quelqu'un d'autre. Ouais. Je me trouve pas belle. À la limite, c'est même pas assez. Ouais, effectivement. J'ai pas mal passé tous les sujets. De ton côté, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées? Parce que je sais que tu avais préparé quelques... Ben, c'était plus au niveau de, tu sais, justement, l'effet du diagnostic, quand c'était plus ça.
Ouais, c'est ça, que l'effet de choc un peu là, du diagnostic. Choc, l'impact que ça a sur le cerveau, puis tout cet aspect-là relatif à ça. Ouais. Fait que toi, de ton côté, quel effet justement ça l'a eu? Parce que tu m'as vraiment parlé d'un trauma, pratiquement, là, quand tu as vu ça. C'est ce que c'est, puis c'est ça que comme on disait par rapport à moi versus, c'est ça qui est le plus clashant, je trouve, de mon côté, de le savoir puis de le vivre, autant que quand je donne un diagnostic, comme je discute de diagnostic avec le patient, je lui dis, puis je focus pas sur le diagnostic, puis on le voit que les gens dans lesquels ça devient chronique, c'est qu'ils ont focusé sur le diagnostic, puis toujours en train de dire qu'un diagnostic, c'est pas un symptôme, c'est le symptôme, puis même encore, le symptôme, ailleurs, mais le symptôme a une cause, tu sais, puis qui est des fois même pas le diagnostic, tu sais. Mais bref, au niveau de ça, ce que j'ai remarqué, puis comme on revient au placebo puis au diagnostic, dans le fond, c'est que le diagnostic a un effet très nocebo, donc un effet très nocif sur ce que les patients vont croire que c'est ça mon diagnostic, donc c'est ça qui va m'arriver. C'est la fatalité du diagnostic qui va suivre. Donc, lui, il va s'imaginer là, être dans un état, il va perdre ses capacités, ça ne marchera pas. Non, c'est pas possible que ça aille bien, parce que j'ai ce diagnostic-là. Là, ça a été prouvé que dans les IRM, au niveau du cerveau, quand tu imaginais des choses, il y avait une section de ton lobe occipital qui allumait, puis qui était directement lié au cortex moteur. Donc, si tu t'imagines en train de perdre des capacités, mais qu'est-ce que ça fait à tout ce qui est... ça les fait perdre. Ça a un lien direct. Vice-versa, quand tu penses que au niveau le diagnostic, non, je vais les avoir, mes capacités, puis tu te vois dans ces capacités-là, encore au cerveau, ça s'allume, puis tu as plus de chances d'avoir une amélioration au niveau de tes capacités. Ouais. Fait que toi, le choc, ça a-tu été comme peut-être de te rendre compte que entre ton travail puis ce que tu vivais, ben, il y avait comme pas une cohérence dans tout ça? C'est hyper incohérent, là, ma façon de penser, mon discours, de ce que je dis, de ce que je vois, de ce que je vis. Je sais pas, tu sais, ça a fait un tourbillon, puis ça a juste dans ma tête tout s'est connecté, là, parce que tout était là pour que je puisse pas être dans cet état-là, mais tout s'est mis à connecter ensemble, les liens se sont faits, puis je savais ce que j'avais à faire. La seule chose qu'il fallait que je combatte, c'était je le sais puis je le fais pas, donc c'est pour ça que j'ai pris une équipe autour de moi, puis que, regarde, il y a ça que je veux que tu fasses, il y a ça, puis j'étais allée chercher les meilleurs. J'étais allée chercher les meilleurs parce que je le sais quoi faire, donc je sais qui est en mesure d'avoir les meilleurs outils, puis d'être en mesure aussi de m'influencer moi, parce que je pense pas qu'il est meilleur, il va pas m'influencer. C'est quasiment écrit, là, donc j'allais vraiment m'entourer des meilleurs. Là. Puis on parlait de diagnostic tantôt, est-ce que tu essaies d'éviter ça, les diagnostics, toi, avec tes patients? Oui. Tu essaies de... Comment tu contournes ça? Mais tu sais, encore là, je dis oui, mais tu veux pas tu veux pas le tromper non plus, tu sais, le diagnostic, il changera pas. Il est là. Il est là. Fait que c'est ça, c'est dur à... c'est dur à contourner puis à l'éviter. Tu sais, il est là, je veux dire, mais il se mettra pas à me pousser du cartilage, il se mettra pas à me pousser rien, là, tu sais. Mais ça, c'est biomécanique. Puis aussi, puis là, c'est l'autre affaire que je voulais dire, c'est parce que ce qui va être les symptômes, ce que les retombées du diagnostic dépendent tellement de beaucoup de facteurs. On a parlé psychologique, mais de facteurs chimiques aussi, on a parlé. Donc, il y a beaucoup de facteurs, malgré un diagnostic, qui va déterminer c'est quoi les symptômes. Tu peux pas changer le diagnostic, mais les symptômes peuvent être contrôlés, peuvent être monitorés, si on peut dire. En les prenant en charge, puis justement en ayant les bonnes personnes avec les bonnes interventions qui sont mises autour. Je le savais, c'est vrai, puis je l'ai vécu. Je pourrais pas dire le contraire. On n'a pas fini, c'est pas fini selon moi. Là. Ouais. Fait que, ben, peut-être en terminant, si tu avais peut-être un message à passer aux personnes qui ont des limitations, là, dans ton cas, c'est physique, mais il y en a certains qui se limitent à cause d'un diagnostic mental aussi, des troubles dépressifs, troubles d'anxiété, peu importe. Fait que ce serait quoi le message que tu aurais à passer à ces gens-là? Au niveau, comme on a dit, le diagnostic, c'est pas une fatalité. Il s'agit juste de prendre ça en charge, de bien s'entourer, puis d'avoir une pensée
comme on a dit, au niveau du cerveau, c'est comment on va penser qui va déterminer comment on va réagir, qu'est-ce qui va se passer, puis les prochaines étapes. Et si on pense bien, ça peut juste bien aller. Puis comment tu fais ça pour changer ça? Moi, le coach en psychologie sportive en moi dirait aux gens tu pourrais peut-être donner ta réponse après, mais moi, ce que je dirais aux gens, c'est peut-être de commencer à le visualiser, même si tu y crois pas. Puis tranquillement, la visualisation va faire son effet. Puis plus t'en fais, plus tu vas finir par croire que, peu importe c'est quoi que tu as besoin de croire, là, que je suis capable de faire telle chose, de te voir en train de le faire, des choses comme ça. Puis tantôt, avant le podcast, tu m'en parlais de ça, le lien visualisation et cerveau, en fait. Là, il y a vraiment des zones du cerveau qui peuvent expliquer le fait que la visualisation marche. Ouais. C'est quoi ces zones-là? Mais ça, comme tout à l'heure, là, au niveau, là, au niveau du lobe occipital, tu as la vision qui est là. Puis quand on a le IRM, ils ont vu quand tu visualisais, la place de la vision est là, donc ça vient s'allumer, puis ça vient connecter avec des parties du cortex moteur qui est responsable de ce qui s'ensuit. Donc, je pense que c'est la même chose aussi au niveau des visualisations. Moteur aussi. Parce que c'est ça, je pense que j'ai déjà entendu parler d'une étude comme de se visualiser jouer, je pense que c'était du piano. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé durant un de mes épisodes de podcast, je pense. Ça a le même effet que de pratiquer ton piano. Oui, à cause des ondes du cerveau, tout ce qui se connecte ensemble, t'as ça, mais tu sais, parce que t'es en train de... je sais aussi que la vision, c'est parce que ta vision, elle est vraiment présente dans tous tes lobes. Donc, ayant ça comme ça, tu peux jouer avec ça parce que quand t'es... C'est comme ça que les schizophrènes... Tu sais, j'ai entendu ça, là, que les schizophrènes devenaient schizophrènes. C'est parce que là, ils voient des choses, tu sais, puis ils sont pas capables de faire la différence entre la réalité ou pas parce qu'ils le voient vraiment. Quand tu t'imagines, tu vois vraiment, alors que c'est pas là, là. Tu le vois. Donc, c'est pour ça que ça a cette puissance-là, parce que tu le vois même si tes yeux le voient pas. C'est vraiment connecté aux ondes du cerveau. Ouais. Fait que le voir mentalement, c'est vraiment puissant. Là. Parce que ça active tout ce qui est au cerveau qui va se mettre en place comme si ça existait, comme ça se passait. Si tu rajoutes l'émotion là-dedans, qui vient activer d'autres, qui vient te le faire... Non seulement tu le vois, tu es en train de le vivre, en plus de le voir. Là, les connexions se font, puis le chemin, après ça, il est créé pour que ça s'en aille dans ce sens-là, vice-versa aussi. Ben, c'est pour ça aussi qu'en préparation mentale, on aime ça demander aux gens, quand il y a un objectif, de se voir non seulement le réussir, mais de voir les émotions ressenties aussi quand tu vas l'avoir vécu. Fait que vraiment de le vivre comme si c'était déjà arrivé. C'est vraiment complet là, de voir visuellement t'es où, mais aussi ressentir qu'est-ce que tu vas sentir à ce moment-là. Tu vas être où à ce moment-là, avec qui tu vas être. C'est le plus de détails possible. Je pense que ça peut vraiment justement aider là, à avoir une bonne visualisation. Là. Ouais. Ben, merci. J'ai fait pas mal le tour de mes questions. Sinon, les gens peuvent te retrouver où? Je pense que tu as un Instagram. Sinon, tu n'as pas vraiment de... J'ai Facebook, ma page Facebook. As-tu une page Facebook professionnelle? Oui, mais je l'utilise pas tant, là. C'est Motivation, en fait, le nom de la page Facebook, justement, là. OK. Donc, c'est Motivation. Puis c'est-tu le nom d'une des cliniques où tu travailles, ça? C'est plus qu'est-ce qui est représentatif à moi de mes implications dans les différentes choses que je fais. Sinon, ton Instagram est à ton nom, dans le fond, là? Est à mon nom. Mon Facebook aussi est à mon nom. Parfait. Ben, merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ton histoire. Je pense que ça peut peut-être aider les gens justement à sortir de quelque chose dans lequel ils se sentent pognés puis qu'il n'y a pas lieu d'être des fois, en fait. Là. Fait que merci.